Et puis aussi qui partage son temps de parole de 30 minutes avec Marilyn Paquet, qui vient aussi de Montréal, ergothérapeute, et puis qui est chef d'équipe donc au JAP et spécialisé dans, en fait, dans justement le soutien à l'emploi et le retour au travail et aux études. Donc, vous avez 30 minutes de présentation. Merci. Merci. Prochaine diapo. Alors, je vous présente aujourd'hui avec Marilyn, on vous présente en binôme parce qu'en fait, c'est pas que l'affaire des case managers, c'est aussi l'affaire des psychiatres d'encourager le retour à l'emploi ou aux études. Donc, on va vous parler des principes du support à l'emploi, son efficacité, de même que comment ça s'opérationnalise au quotidien. Prochaine. Donc, pourquoi le retour au travail et à l'école est si important? En fait, les jeunes qui vivent un PEP, comme tous les jeunes, identifient l'emploi et l'éducation comme des projets de vie importants pour eux. Ils veulent être indépendants, autonomes, responsables et ont des objectifs clairs, en fait, pour pouvoir avoir une meilleure qualité de vie. Ils veulent avoir un emploi intéressant et avoir de l'argent. La psychose arrive à une étape charnière de la vie alors que les choix d'études et de carrière se produisent et évoluent. Les succès scolaires vont souvent être difficiles, de même que les succès vocationnels dans le contexte de l'entrée dans la psychose et une brisure peut se produire. Il ne faut pas non plus oublier que les études et le travail donnent un but dans la vie. Ils donnent une structure, une routine qui va aider aussi au rétablissement. Ils donnent un statut social, un rôle et une identité qui vont aider à améliorer aussi l'estime de soi. Ils augmentent la participation sociale, économique et communautaire. Donc, le support à l'emploi en fait, ce sont des types d'interventions qui ont démontré une efficacité dans plusieurs études. On va y revenir tout à l'heure. Et dans le support à l'emploi, en fait, les 5 principes suivants là, sont très importants. D'abord, le but ultime là, est l'emploi compétitif, donc l'emploi sur le marché du travail régulier. On va faire de la recherche d'emploi rapidement avec de la réadaptation prévocationnelle, soit inexistante ou très limitée dans le temps. Et on va vraiment respecter les préférences et les choix du client, c'est-à-dire qu'un client qui souhaite travailler dans un domaine en particulier, même si ça nous semble peu réaliste par rapport à notre évaluation de ses capacités, on va respecter ses choix. On peut bien sûr le guider, l'aider dans sa réflexion, mais des études ont démontré en fait que les soignants sont souvent de très mauvais prédicteurs de qui va réussir ou non à travailler. Donc, il est important de pouvoir aller avec l'intérêt du jeune. Ensuite, l'évaluation va être continue et va se faire dans le milieu du travail du jeune et le support va également être continu et la durée va être indéterminée, c'est-à-dire qu'elle va se prolonger tant que le patient en a besoin et le désire. Donc, il y a plusieurs études contrôlées randomisées. Il y a 6 maintenant au moins études qui ont démontré l'efficacité de l'Individual Placement and Support, qui est en fait un modèle de soutien à l'emploi qui va être intégré à même les équipes de santé mentale. Et on a également des études qui ont démontré en fait l'importance d'adapter la pratique de soutien à l'emploi pour inclure le soutien aux études, puisque d'avoir au moins un diplôme d'études secondaires est un élément prédicteur de sortir de la pauvreté et d'avoir plus de chances de se trouver des emplois et des emplois mieux rémunérés. Prochaine diapositive. Donc, on va vous présenter un modèle qui a été développé là, au Québec qui s'appelle le Vocational Case Management, qui est un modèle qui facile à intégrer le soutien à l'emploi dans les équipes PEP à même ses ressources. Prochaine diapo. En effet, dans le Vocational Case Management, le nom le dit, ce sont les case managers qui vont offrir le soutien vocationnel. Donc, dans une étude qui avait été faite chez 100 patients, peut-être juste reculer de la diapo, qui était suivie à la clinique JAP à l'époque, en fait, on voit qu'environ 80% des jeunes ont quand même au moins une petite expérience en emploi avant d'entrer dans les programmes. Dans la dernière année avant l'admission, on a environ 60% et plus des jeunes qui occupaient un emploi. Et dans le dernier mois avant l'admission, ça va se réduire environ à 47%, ce qui va être également le même taux à l'admission. Prochaine diapositive. Ce qu'on voit par la suite, c'est que vous voyez en bleu, ce sont les gens qui ont un emploi, en rouge, ceux qui sont aux études, et en vert, ceux qui sont aux études et à l'emploi en même temps. Puis en jaune, ce sont ceux qui n'ont aucune occupation productive. Et ce qu'on voit, c'est que, en fait, au moins environ la moitié des jeunes dans le mois qui a précédé là, la psychose étaient
dans une occupation productive et que déjà à 3 mois et à 6 mois, on a la même proportion qui est encore aux études ou au travail. Donc, avec un soutien, les jeunes peuvent réussir soit à ne pas quitter le marché du travail ou des études ou retourner précocement. Et on va voir qu'il y a un autre plateau qu'on va atteindre par la suite autour de 2 à 3 ans où on a près de 65 à 70 des jeunes qui occupent une occupation productive, ce qui va correspondre à peu près à la moyenne des jeunes de la population générale. Prochaine diapositive. Ça, évidemment, c'est différent des statistiques qu'on va voir lorsqu'on n'est pas dans des programmes d'intervention précoce et également lorsque les programmes d'intervention précoce ne s'occupent pas particulièrement de l'emploi et du retour aux études. Donc, ce que nous disent ces statistiques, c'est qu'il y a environ 70 des jeunes qui ont maintenu ou amélioré leur statut occupationnel au cours du suivi et que le délai de retour au travail ou aux études va être de moins de 3 mois chez environ 60 des jeunes. 13 des jeunes ont été sans emploi ou sans études au début. Certains n'avaient pas d'intérêt en ce sens et ce ne sont qu'environ 15 qui vont voir une détérioration de leur situation. Pour ce qui est de l'emploi, on voit ici qu'en bleu, la majorité des jeunes vont être à temps plein à l'emploi, sauf dans les premiers mois, dans les premiers 3 à 6 mois où on préconise un retour rapide, donc à temps partiel d'abord, mais les jeunes vont par la suite être à temps plein. Prochaine diapositive. On voit que les taux d'emploi, donc, dans cette étude, se rapprochent de la population générale. On voit que chez les jeunes de cette population, de cet âge-là, c'était environ 70 à Montréal. Et à la clinique JAP, on avait environ 55 à 65 des jeunes qui étaient de retour au travail ou aux études à 3 à 5 ans après l'admission. Le taux d'emploi chez les étudiants était également similaire. Finalement, on veut attirer votre attention. En bleu, ici, vous avez la proportion des jeunes qui sont en emploi dans le marché régulier, alors que les autres petites cases représentent divers programmes de réinsertion au travail. Donc, avec du soutien, la majorité peuvent réussir à avoir un emploi compétitif. Finalement, prochaine diapositive. On voit ici qu'il y a quand même une proportion significative, mais moindre, qui sont aux études, possiblement en lien avec la tranche d'âge quand même, où les jeunes ont en moyenne 22-23 ans, mais jusqu'à 30 ans. Mais on voit encore une fois qu'il y a un retour qui peut se produire relativement rapidement, mais que probablement que les études demandent plus de capacités cognitives qui sont atteintes et les jeunes nécessitent alors du soutien. Prochaine diapositive. Donc, je veux quand même attirer votre attention que les jeunes réussissent à travailler malgré un faible taux de diplomation. Donc, on voit que les jeunes à la clinique JAP, 29 étaient sans diplôme, alors que la proportion est inversée dans la population générale où c'est plutôt 30 qui ont des diplômes universitaires, alors que dans la population JAP, on est à 18 Là-dessus, je laisse la parole à Marilyn, qui va vous expliquer comment on applique ça au quotidien. Donc, bonjour tout le monde. Si on rentre dans le vif du sujet, le Vocational Case Management, ce que ça va faire, c'est que ça va orienter, si on veut, la pratique des intervenants pivots dans les cliniques PIPEP en mettant l'emphase vraiment sur le projet de vie des jeunes. Donc, on ne va pas mettre l'emphase sur la maladie, le traitement des symptômes, etc. La maladie va plus être un obstacle surmontable pour atteindre le projet de vie qui est soit souvent le retour à l'école ou avoir un emploi compétitif. Donc, on va guider toutes les interventions vers ce projet-là commun du jeune et de l'intervenant. On va respecter les principes du support à l'emploi qu'Amal a nommé un peu plus tôt. Oui, dans le cadre de référence, on en a parlé un peu dans les autres présentations. On recommande qu'il y ait un spécialiste en emploi, mais dans le fond, ce n'est pas de référer nos jeunes à ce spécialiste-là. C'est plus que ce spécialiste-là va aussi être un intervenant pivot, là, dans notre cas, dans l'équipe, va pouvoir guider les intervenants à aider leurs jeunes qui ont dans leur caseload. Donc, ce n'est pas qu'on réfère là, nécessairement le jeune à une autre personne de plus. C'est vraiment respecter le principe du case management là, dans les cliniques PIPEP, mais de par les formations qu'ils ont, de par les expériences que les gens ont comme intervenants, on va devenir un peu spécialiste de l'emploi là, par la bande, puis les gens vont pouvoir nous poser des questions sur comment faire, comment l'aider, etc. Donc, on travaille vraiment là, en transdisciplinarité. Puis pourquoi on recommande cette façon de faire-là, c'est que l'intervenant pivot a souvent un lien de confiance ou un lien thérapeutique de développer avec le jeune. Donc, c'est plus facile aussi de savoir ses forces, de savoir c'est où qu'il y a plus de difficultés, puis comment on peut arrimer ça avec
un emploi là, ultérieurement. L'approche a beaucoup changé aussi. C'est une bonne chose, en fait, là, mais avant, on parlait surtout de traiter, par exemple, la consommation, les symptômes ou vice-versa. Puis après, on allait à la recherche d'emploi. Donc, en ce moment, c'est plus le travail, c'est la santé, comme on dit. Donc, on y va vraiment avec le projet de vie qui va être un facteur de rétablissement finalement, qui va avoir un impact positif là, sur le traitement des symptômes et sur un meilleur contrôle de la consommation par après. Donc, le case management, en général, là, on ne fait pas que de la réadaptation vocationnelle, mais ça va vraiment être l'emphase principale. On travaille beaucoup avec les horaires occupationnels, l'éducation psychologique, la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale pour les idées délirantes, etc. L'entretien motivationnel, la réduction des méfaits, surtout en lien avec la consommation, la défense des droits. Ça, on va revenir tantôt, là, mais justement pour pas que les jeunes soient mis à pied sans raison, par exemple, valable. On va travailler au niveau des relations interpersonnelles, autant que ça va être utile aussi pour obtenir un emploi et le maintenir que dans la gestion des stress là, avec leurs proches et tout. Donc, tout ça dans un plan d'intervention individualisé. Ce qui est plus spécifique à l'emploi. Donc, premièrement, trouver un emploi. C'est sûr que si la personne a déjà un lien d'emploi, c'est un premier contact avec la psychiatrie, elle est hospitalisée. Le jour 1, l'intervenant va faire un lien souvent pour ne pas perdre ce lien d'emploi-là. Il y a toute la question de confidentialité, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Souvent, on va envoyer un billet médical très général, là, sans parler de santé mentale ou rien. Simplement que la personne ne peut pas se présenter au travail pour des raisons médicales, puis après ça, on ne prend pas le temps de discuter de qu'est-ce que la personne veut faire avec cet emploi-là. Vérifier le statut. Nous, on travaille au centre-ville de Montréal, donc on a beaucoup d'immigrants, d'étudiants étrangers, ils ont le permis d'études, pas de permis de travail, ils ont besoin de sous, l'école, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui est légal de faire au niveau du travail? L'important, c'est de rester actif. Là, on l'a dit tantôt, le délai de retour à nos activités productives doit être court, puis des fois, ce n'est pas possible là, parce qu'il y a des symptômes aigus, etc. Donc, les jeunes, nous, qui sont, par exemple, à l'hôpital, ils vont participer de 2 à 4 groupes semaine. La 5e journée, s'ils sont en externe, on va en profiter là, pour mettre des rendez-vous avec soit l'intervenant, soit le père aidant, l'infirmière, le médecin. Donc, pour qu'ils se déplacent, qu'ils prennent les transports en commun, qu'ils restent actifs, qu'ils s'habillent, prennent soin d'eux, prennent leur douche, mais qu'ils soient attendus à l'heure à quelque part, qui va tranquillement ressembler à un horaire de travail régulier. On va les aider à faire leur CV, leur curriculum vitae. Donc, dans presque tous les bureaux là, des intervenants, on a un cartable d'emploi avec beaucoup d'exemples de CV. Ça se trouve sur Internet aussi, là, facilement sur le site du gouvernement, mais il y a aussi des listes là, de questions d'entrevue, par exemple. On peut évaluer les capacités de travail. Ce que je trouve intéressant, c'est justement la force là, des PEP au niveau de la transdisciplinarité. Le jeune va être vu dans, comme je disais, jusqu'à 4 groupes des fois par semaine. Dans notre équipe, on a des travailleurs sociaux, des infirmières, puis des ergothérapeutes qui sont intervenants pivots. Donc, c'est eux qui vont co-animer des groupes de façon conjointe, là. Donc, souvent, il va y avoir des groupes de discussion, des groupes de tâches, des groupes de sport. Fait qu'on peut voir le jeune dans différents contextes. Puis en réunion d'équipe, quand on recueille l'information, bien, ça nous donne une meilleure idée de la capacité de générer des solutions ou de généraliser des comportements dans différents contextes. Donc, c'est plus riche là, en termes d'éval. C'est sûr que si on se rend compte qu'il y a un jeune qui a des difficultés de façon récurrente, qui perd des emplois, qui n'arrive pas à se maintenir ou qui n'arrive pas à, que ce soit à l'école aussi, il a changé plein de fois de programme, puis là, on se demande qu'est-ce qui se passe parce qu'on ne trouve pas, mais on va faire une évaluation plus spécifique en ergothérapie de façon individuelle qui va nous aider à cibler, si on veut, là, les difficultés cognitives. Lors des démarches et des rencontres aussi, donc c'est le principe là, du faire avec et non du faire pour dans les cliniques PEP. Donc souvent, moi, si le jeune est assis à ma place, à mon bureau, puis il cherche des offres d'emploi, mais comment il va faire sa recherche sur Internet, comment il va retenir l'information pertinente, comment il s'auto-évalue aussi par rapport à l'offre d'emploi qui est demandée. Est-ce qu'il pense qu'il a les capacités pour? Est-ce qu'il reste concentré sur 30 minutes de recherche ou il est ailleurs puis il clique sur autre chose? Donc, tout est processus d'évaluation. Et d'identifier des objectifs réalistes selon ses intérêts. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui veut être dans le SWAT team des États-Unis, puis de l'équipe tactique et tout, mais on va peut-être commencer par une formation en agent de sécurité, par exemple. Donc, c'est d'y aller dans les intérêts, mais de diviser les étapes là, pour y arriver. Si on continue... Non, je ne veux pas... OK.
Donc, travailler la motivation et l'engagement, on va le faire beaucoup aussi avec des balances décisionnelles, de l'entretien motivationnel, pourquoi on irait travailler finalement. On va faire beaucoup de jeux de rôle, surtout pour les entrevues d'embauche. Souvent, moi, si j'ai un bon lien dans thérapeutique avec mon jeune, je vais demander à un de mes collègues qui le connaît moins pour vraiment reproduire une situation qui est devant un inconnu. Donc, ils vont dans le corridor, cognent à la porte, rentrent dans nos bureaux comme si on était l'employeur qui veut pour qui il postule, là. On donne beaucoup de rétroaction par rapport à l'habillement, la posture, le ton de la voix. Oui, sur le contenu, mais l'enveloppe aussi est importante. C'est toutes des choses qui n'ont pas le réflexe de réfléchir, surtout que souvent, dans le début vingtaine, ils n'ont pas tant d'expérience que ça d'entrevue d'emploi ou d'expérience d'emploi, point. Des jeux de rôle aussi par des relations interpersonnelles au travail, comme la relation avec l'employeur aussi, comment on demande de changer de corps de travail, comment on demande de finir plus tôt, s'il y a un conflit avec un collègue, comment on l'aborde aussi. On va accompagner dans le milieu, autant pour trouver l'emploi que pour le maintien, mais pour trouver l'emploi, souvent, il manque la petite motivation à go, OK, on y va. Là. Donc, on va cibler des rues plus commerçantes, par exemple, à Montréal. On va y aller avec eux sur le terrain, puis on va les encourager à rentrer. Nous, on reste à l'extérieur. Puis après, souvent une semaine après, avec la grille de distribution de CV, ils vont faire des appels pour voir, OK, bonjour, je suis allée porter mon CV. Est-ce que vous vous rappelez de moi? Est-ce que vous êtes toujours en embauche? Est-ce que je suis encore intéressée? Donc, on va faire ces appels-là avec eux, on va les préparer, on va écrire qu'est-ce qu'ils vont dire. Souvent, la majorité du temps, ils oublient de nommer leur nom au départ. Fait que, c'est des détails qu'ils ne vont pas nécessairement d'emblée le faire. Puis nous, on recommande que la première entrevue, idéalement, c'est la job qu'ils veulent le moins, pour au moins se pratiquer. Puis les jobs qu'ils veulent vraiment plus, on va essayer de les garder pour la fin, là. Et puis, c'est sûr, la gestion des stresseurs. Le revenu, c'est quand même important parce qu'ils ne se posent pas d'emblée la question, ils vont faire quoi avec ce surplus d'argent-là? Souvent, ils sont dans des situations précaires, puis là, tout d'un coup, ils vont se ramasser avec plus d'argent. Est-ce qu'ils veulent améliorer leurs conditions de logement? Est-ce qu'ils vont se mettre à risque de consommer plus? Ils ont-ils un projet de faire un permis de conduire ou je ne sais pas. Donc, c'est de réfléchir avec eux, là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette nouvelle situation-là. Donc, trouver un emploi, c'est bien beau, mais le maintenir, c'est une autre paire de manches. Donc, c'est sûr que la liaison avec l'employeur, on va la maintenir, surtout s'il y a une ouverture au niveau de la santé mentale, la confidentialité, si le jeune se sent à l'aise avec un employeur ou avec un collègue de travail, c'est quelqu'un sur place aussi qui peut être un référent. On va proposer des plans de retour progressifs. C'est sûr qu'il y a quelques emplois qui ont des syndicats et qu'il y a des règles qui encadrent ça, mais on va quand même proposer un horaire là, avec eux. L'appel après la première journée, ça peut tout changer, honnêtement. Là, on recommande vraiment la première journée de travail, souvent l'intervenant pivot, en fin de journée, va faire un appel, là, puis comment ça a été, ils vont débriefer. On va déjà travailler les mauvaises interprétations ou de dédramatiser des situations pour que le lendemain, la personne continue d'y aller. Flexibilité de l'horaire aussi. Donc, soit on va les voir sur l'heure du dîner ou dans leur pause, un appel téléphonique. Des fois, on va se déplacer sur place à la fin de leur corps de travail. Moi, j'avais une jeune là, qui travaillait au McDo, fait que j'arrivais comme 5 minutes avant la fin. Je la voyais travailler un peu en même temps. Ça me permettait d'évaluer comment ça se passait. Puis, on partait en marchant vers chez elle après, puis ma rencontre était là. Donc, ça, c'est un exemple. L'approche de TCC, je n'en avais parlé un peu, mais pour gérer les situations de conflit, souvent, c'est des collègues qui ont eu un regard étrange ou qui ont dit qu'ils n'étaient pas assez vite ou tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais là. Fait que là, on essaie de regarder ça avec eux. L'horaire occupationnel équilibré, le travail, c'est beau, c'est la santé, mais il n'y a pas juste ça à faire dans la vie. Il faut intégrer des activités de loisirs là-dedans, puis d'avoir une meilleure gestion du stress là, en général. Travailler les habiletés relationnelles, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. J'en regarde mon temps, ça, je vais passer vite. Donc, c'est sûr que l'idée aussi d'intervenant pivot, on n'est pas spécialiste, tout le monde en emploi ou en choix de carrière, là, mais il y a des aptitudes qui sont nécessaires pour le travail. Là. Il y en a ici là, qu'on peut voir, là, puis on peut voir comment la psychose peut interférer avec ça. Puis aussi la médication qui peut avoir des impacts là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut demander à l'employeur aussi comme accommodement? Donc, d'avoir des communications claires, simples, des directives verbales courtes, idéalement écrites, parce que la personne va se sentir mal d'aller reposer tout le temps des questions. T'sais. Fait que d'avoir quelque chose d'écrit, une procédure, ça aide énormément. D'assigner les tâches une à la fois aussi s'ils ne sont pas écrites, de diviser les gros projets en plus petites tâches, de prévoir des pauses plus brèves, ça on le demande souvent, donc d'avoir des pauses plus brèves mais moins longues pour maintenir le niveau d'énergie, maintenir l'attention, faire diminuer la pression, le stress. Souvent, on va recommander ça. D'avoir quelqu'un à qui ils peuvent justement poser des questions, peu importe le nombre de fois, là, de cibler une personne, puis c'est entendu que la personne n'est pas stressée pour ça.
L'alternance de jours, de corps de travail n'est vraiment pas recommandée. Mais par contre, si quelqu'un veut travailler de soir parce qu'il a de la misère à se lever le matin, la médication la somme un peu le matin, c'est tout à fait possible, mais même de nuit, s'il y en a qui veulent travailler de nuit et qui préfèrent ça, mais vraiment, c'est l'alternance entre les corps de nuit, de jour, de soir qui n'est pas recommandée pour le système de veille-sommeil et tout ça. Ça devient très difficile là, pour les gens qui ont une première psychose. Et l'ajustement des heures, on pourra le voir ici là, dans les trajectoires possibles. La psychose débutante, moins sévère ou subaiguë, dans le fond, quand on a un nouveau cas en externe, on ne va pas d'emblée le mettre en arrêt de travail. L'idée, c'est de maintenir le lien d'emploi ou de maintenir les études le plus possible, mais on va y aller avec des accommodements puis avec la prise de médication. Si jamais les symptômes deviennent plus envahissants, puis là, la psychose devient plus aiguë, oui, on va faire une pause. Souvent, dans la phase aiguë, les gens vont être hospitalisés, mais déjà, même souvent avant le congé médical, avant le congé de l'hôpital, ils vont reprendre, on va faire des tests, on va reprendre l'emploi, ils vont aller faire un corps de travail, puis ils vont revenir à l'hôpital voir comment ça s'est passé. Des fois, c'est sécurisant. Ils vont aller à des cours à l'école, puis ils vont revenir. Bon, avec la COVID, ça a été un peu plus compliqué à certaines périodes, là. Mais on commence tranquillement à refaire ça, donc le retour progressif, l'ajustement. Puis la phase de rétablissement, ça ne veut pas dire que de garder en tête, c'est pas que la personne a trouvé un emploi, OK, c'est réglé, on s'en lave les mains, c'est qu'éventuellement, elle prend confiance au niveau de son identité, au niveau du rétablissement. OK, bon, je peux-tu changer de domaine? Y a quelque chose d'autre qui m'intéresse finalement? Je pense que finalement, je serais capable d'avoir un autre type d'emploi. Donc, c'est de ne pas voir des changements comme elle ne veut pas maintenir un emploi, c'est pas ça, c'est qu'ils ont le droit aussi à y aller avec leur intérêt qui se développe. Comme Dr. Baki l'a dit tout à l'heure, on priorise vraiment le marché régulier, puis ça fonctionne. Donc, la dernière étape, c'est vraiment les emplois adaptés, les plateaux de travail, mais la majorité des jeunes qu'on a vont être sur le marché régulier, soit aux études ou au travail. C'est sûr que les rechutes, ça fait partie du processus de la maladie. Puis là, c'est comment eux le voient, puis comment on les fait voir. Dans le vocabulaire, on ne parlera pas d'échec, mais d'opportunité d'apprentissage. Je veux dire, la carrière, c'est un processus en soi, puis ils sont dans le début vingtaine, donc ils ont le temps de changer et ils ont le droit de changer d'idée bon nombre de fois. Là, même nous, dans notre société, là, je veux dire, quelqu'un qui a le même emploi depuis 30 ans, ça n'existe presque plus. Là. Fait que pour eux, ça serait normal aussi qu'ils veulent changer. Donc, il y a, oui, les rechutes, là, on parle des 3 premières années de suivi dans un PIPEP. Il y a presque 70% qui vont avoir au moins une rechute, dont la moitié qui vont être réhospitalisés. C'est sûr qu'on vise les hospitalisations les plus courtes possibles, mais il faut que ça soit discuté avec le jeune que c'est possible, c'est correct, on va cheminer là-dedans pour pas qu'il sorte de nulle part et dire là, je pensais que j'étais bien, puis là, les symptômes reviennent, puis là, c'est décourageant, l'estime de soi baisse, etc. Donc, de l'inclure dans le discours là, que c'est un processus pour qu'on va faire des essais, etc. Ça peut être intéressant. Donc, là, c'est les défis, les barrières, en fait, là, je vois le temps qui avance, les barrières au retour en emploi. La dernière phrase, je dirais que c'est important, là, il y a beaucoup nous, c'est l'aide sociale, là, mais les prestations de contraintes sévères en emploi, on ne va pas vraiment d'en signer à nos patients dans 3 ans de suivi. Là. Ça devient très stigmatisant, ça envoie le message que finalement, tu ne seras jamais capable de retourner au travail, puis financièrement, c'est moins intéressant de retourner si on reçoit un gros montant de l'aide sociale. Donc, nous, on recommande vraiment que, en fait, on en a signé 2 dans les 12 dernières années, dans mon souvenir, c'est beau, là. Mais c'est très rare là, qu'on va utiliser des compensations financières, même s'ils sont hospitalisés pour une première psychose, là, vu que l'évolution est quand même bonne. Donc, les défis, ce que je dirais, c'est qu'avec la COVID, là, on le voit en ce moment, il y a des vides occupationnels qui se sont installés là, avec le confinement, etc. Puis il y a eu des programmes d'aide financière du gouvernement, etc. Donc là, c'est beaucoup plus difficile de remobiliser quelqu'un quand ça fait plusieurs mois qu'ils ne font rien. C'est un défi auquel on fait face en ce moment. Le retour au travail versus aux études, on en a parlé un peu, là, mais c'est quand les gens sont plus jeunes, c'est recommandé qu'ils finissent le secondaire pour avoir une meilleure qualité de vie, si on veut, à long terme, donc une meilleure perspective d'emploi. Quand ils sont ambivalents, là, savoir est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils vont à l'école, on peut les aider en ayant ça en tête. Et puis ça, on en a déjà parlé. Je finirai avec
J'ai refait là, un peu ce que le Dr. Baquet a présenté, c'était comme les études de 2006. Mais en fait, ce qu'on voit ici, là, ça ressemble beaucoup actuellement, en octobre dernier, donc sur 215 jeunes qu'on a recueilli les données, on voit qu'il y en a presque 80% qui sont dans actifs, là, puis il y a au moins 66% que c'est sur le marché régulier, donc ils ne sont pas dans des programmes adaptés. Puis l'ingrédient secret, et ce qu'il faudrait vraiment retenir, c'est de nous, comme intervenants, de croire au potentiel de réadaptation de nos patients, parce que souvent, ils sont vraiment surprenants, puis ils sont capables là, d'aller plus loin, là, puis de se maintenir là, en emploi. Je vais arrêter le partage. Super, bravo. Très, très intéressant et motivant, en fond. Et c'est porteur d'espoir. Alors, vous avez bien tenu votre temps. On a à peu près 10 minutes, 8 minutes pour des questions. Il y en a une qui est passée, que j'ai vue. Qu'est-ce que c'est que le questionnaire IPS? Et est-ce qu'on a accès à ce questionnaire? Oui, en fait, c'est quand j'ai fait ma formation d'IPS il y a 3 ans, j'imagine, 3-4 ans, je ne sais plus. Ils donnaient des outils, là, mais en gros, c'était de questionner les emplois antérieurs, qu'est-ce qui avait bien fonctionné, qu'est-ce qui avait été plus difficile, est-ce qu'au niveau des intérêts, c'est de vraiment faire comme regarder là, ce qui était fait antérieurement, puis de réfléchir sur c'est quoi les maintenant avec ce qu'ils ont vécu, avec l'expérience qu'ils ont maintenant, vers quel type d'emploi, vers quel corps de travail, vers quelle quantité d'heures par semaine ils aimeraient. Là. Donc, est-ce que c'est un type d'outil qui est un peu disponible, accessible? Je ne sais pas s'il est disponible sur Internet. Moi, c'est vraiment la formatrice qui nous les a donnés, là, parce que c'est une formation payante sur plusieurs semaines, là, cette formation-là. Mais honnêtement, je ne sais pas. Il faudrait que je le cherche. OK. Donc, des gens sont intéressés par cette formation IPS et demandent comment s'y inscrire. Donc ça, je pense que c'est un dialogue entre Québécois, j'imagine. Mais elle revient aux 2 ans en moyenne, la formation. Elle est en anglais. Okay. On pourra le diffuser, en fait, quand on aura l'information plus précise via l'ACPEP. OK, très bien. Il y a aussi, Marc-André disait, c'est lié un peu à la pénurie. C'est vrai que ça m'intéressait de savoir assez exactement quel type d'emploi. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment des vrais emplois, des emplois aussi de formation, comme c'est des jeunes? Est-ce que c'est des gens qui sont repris en apprentissage ou bien est-ce que c'est plutôt des travaux de manutention, choses comme ça? Enfin, voilà. C'est très variable, en fait. Hein? Vas-y, Marie-Lynne. Ben, j'allais dire que c'est très variable aussi. Là. Ça dépend du niveau d'études qu'ils ont aussi. Là. Il y en a qui ont des études universitaires, il y en a qui ont secondaire 3-4. Oui, il y a des emplois dans des dépanneurs, dans des fast-foods. Il y en a une qui travaille au McDonald's présentement, mais il y en a qui sont dans des librairies, il y en a qui sont en marketing dans leur domaine d'études, il y en a qui sont en finance, en comptabilité. Ça dépend vraiment du parcours. Il y a des avocats, il y a des urbanistes. C'est assez varié. Puis je nous dirais, soyons prudents. On a souvent tendance à penser que les jeunes qu'on soigne ou les plus vieux ne seront pas capables de retourner travailler dans leur domaine ou d'aller étudier dans leur domaine. C'est vrai qu'ils ont des défis et qu'il faut les soutenir, mais en fait, c'est impressionnant. Puis je dirais que moi-même, qui ai beaucoup d'espoir, là, je me fais prendre à chaque fois. Chaque année, il y a toujours un patient qui me surprend, duquel celui-là, j'étais convaincue qu'il ne réussirait pas. Je pense qu'il faut leur donner la chance puis y croire, puis plutôt essayer de voir où sont les défis comme Marie-Lynne les soulevait, puis comment on peut les aider à surmonter ces défis-là. Je crois aussi qu'on a tendance à se dire, selon le pays d'où on est, que oui, mais nous, c'est parce que chez nous, il y a beaucoup de chômage ou chez nous, les emplois demandent ci ou ça. C'est vrai qu'il y a toujours des obstacles partout, mais je pense qu'il faut se méfier de notre prédisposition, je dirais, à avoir des obstacles puis à s'y arrêter. Là. Je pense qu'il faut les aider à surmonter. Ils sont souvent extrêmement motivés, c'est-à-dire qu'ils ont des symptômes négatifs, mais ils sont vraiment motivés à réintégrer la société. Puis ça peut être une force pour des employeurs. Il y avait Logos. Je dirais qu'on ne les voit pas nécessairement non plus. Les jeunes qui sont actifs dans un emploi compétitif, souvent, ils vont avoir de moins en moins besoin de l'intervenant pivot, fait qu'ils vont voir le médecin aux 3 mois, puis c'est pas de ces jeunes-là qu'on va entendre parler dans les réunions d'équipe. Fait que des fois, on manque de recul aussi en disant, mais c'est vrai, on a quand même 80% de nos jeunes qui sont sur le marché régulier, puis même pour mon équipe, je pense que des fois, de le ramener, ça peut aider puis à garder l'espoir. Là. OK. Logos? Oui, merci pour cette très, très pragmatique
présentation. Je crois que certains groupes, en parlant de soutien à l'emploi ou la formation, parlaient d'effets au-delà de juste le retour à l'emploi, donc des effets mesurables sur la confiance en soi ou l'estime de soi, et même thérapeutiques, par exemple sur les symptômes psychotiques négatifs. Est-ce que c'est des choses que vous observez ou voyez avec vos patients d'une manière ou d'une autre, soit directement ou même Oui, mais souvent, ils rapportent. Par exemple, là, le temps des fêtes va arriver, là, puis d'avoir quelque chose à dire à leur famille en disant, tu sais, socialement, c'est ce qu'on demande souvent quand tu rencontres quelqu'un, ah, puis tu fais quoi dans la vie? Bien là, ils peuvent dire qu'ils font quelque chose, tu sais, puis ils se sentent vraiment valorisés par leur rôle de travailleur. Ils sentent qu'ils font partie de la gang, si on veut, là. J'ajouterais même, on voit l'estime de soi s'améliorer même au niveau de l'apparence physique. Tu sais, les jeunes deviennent lumineux, ils prennent soin d'eux, ils s'habillent bien. Il y a aussi une question financière. Quand on n'a pas de revenus, on n'a pas moyen de prendre soin de nous-mêmes. Donc, c'est un cercle vicieux. Ça leur permet de faire des loisirs. Après, ils ont plus de plaisir. Donc, comme Marilyn l'a dit, on voit vraiment des changements, certainement au niveau de la symptomatologie négative aussi, dépressive, puis même, je dirais, parfois même on peut même réduire un peu la médication dans le sens où ils vont mieux. Marc-André. Il y avait Marc-André. Oui, mais moi, c'est ça. Je voulais juste remettre l'accent sur le fameux ingrédient secret. Je pense qu'on ne parle pas suffisamment des facteurs non spécifiques dans notre travail. On parle beaucoup des interventions très pointues, tout ce qu'on fait. On aime ça penser que c'est tout ce degré de sophistication-là qui fait la différence. Je pense cependant que l'optimisme reste l'aspect, la tonalité principale, juste le fait de croire, de donner à nos jeunes le reflet qu'ils sont capables, qu'on a confiance en eux, alors qu'ils sont frappés le mur sur des obstacles qui se font renvoyer par leur entourage qui ne sont pas bons. Je pense que ça fait vraiment une différence majeure. Okay, je pense que ce que Marilyn disait de ceux dont on parle dans les réunions, c'est ceux qui vont mal, mais c'est exactement ce que Cohen et Cohen avaient écrit dans un article absolument brillant en 84 de Clinical Illusion qui disait essentiellement que la raison pour laquelle dans tous les domaines de la santé mentale, on a une image péjorative des troubles de personnalité, des troubles d'utilisation de substances, etc., c'est parce que ceux qu'on voit tout le temps, c'est ceux qui tournent mal. Extra. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Encore peut-être une minute ou deux pour une autre question. On n'est pas obligé non plus de même passer avant le temps. Mais... OK, en tout cas, c'est vraiment intéressant et motivant. Peut-être il y a aussi, ça c'est le rôle justement de IEPA. Alors bon, ça va un peu en contradiction avec ce que j'ai dit au début sur le CO2, etc. Mais quand même des échanges. Peut-être que quelques case managers pourraient voir cette mise en place que vous avez à Québec de manière plus précoce, une sorte d'immersion. Parce que c'est vrai pour, disons, s'inspirer du positivisme à l'égard de cette question particulière comme à l'égard d'autres, de le voir fait, ça fait beaucoup, quoi. Là, on l'entend, on le croit, mais de le voir, c'est encore mieux. Donc, il faut que IEPA francophone soit aussi le moyen de faire des échanges et puis des visites pour certains de nos collègues pour aller s'inspirer. Je peux me permettre de faire du pouce là-dessus, puis c'est un peu aussi ce qui ressort dans le chat, mais je pense que des colloques comme le colloque d'aujourd'hui, ça nous sert aussi à nous motiver puis à nourrir notre espoir. Des fois, quand on est tout seul avec notre petite équipe, quand on voit qu'on est 200 à partager des expériences similaires, bien, ça nous aide à nous motiver.